Sylvain Kahn, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce Midi Histoire. Midi Histoire consacré à l'histoire de la construction européenne et vous avez choisi aujourd'hui de donner pour titre à votre intervention « Face au Covid, l'Union européenne a un tournant historique ». Sylvain Kahn, vous êtes à la fois historien, puisqu'agrégé d'histoire, mais également vous êtes docteur en géographie et enfin diplômé de géopolitique. Donc avec tout cet ensemble de diplômes, vous allez pouvoir nous faire une intervention autour de l'histoire de la construction européenne. Vous avez consacré votre thèse de géographie sous la direction de Christian Grattalou à l'Université de Paris 7 à l'histoire de la construction européenne. Cette thèse avait pour titre « La territorialité de l'Union européenne, géohistoire et histoire de la construction européenne ». Sylvain Kahn, vous êtes maintenant actuellement chercheur au Centre d'histoire de Sciences Po. Je vais juste citer quelques-unes de vos publications autour de l'Europe, car elles sont tout à fait au cœur de votre intervention aujourd'hui. Donc je vais commencer par citer une réédition, L'histoire de la construction de l'Europe depuis 1945, parue aux presses universitaires de France en 2021. Un de vos best-sellers avec Jacques Lévy, Le pays des Européens, publié en 2019. Et enfin, je vais signaler, parce que ça peut être très intéressant, vous êtes le co-auteur d'un MOOC de géopolitique de l'Europe qui est diffusé en ligne, en français et en anglais, sur les plateformes Coursera et Fun. Et donc, le titre du MOOC, c'est Géopolitique de l'Europe. Et c'est très intéressant. Voilà, très bonne conférence. Eh bien bonjour, merci Anne Blanchet pour votre accueil. Je suis très heureux de participer à ce Midi Histoire de Bercy. Enfin, je dis Bercy, c'est un peu familier, mais après tout à Bruxelles, c'est aussi comme ça qu'on dit, hein, Bercy. Donc en effet, il m'a semblé opportun de répondre favorablement à cette invitation pour évoquer l'histoire de la construction de l'Europe, mais en prenant pour, on va dire, point de comparaison, si j'ose dire, ou comme jalon, ou comme point de repère, la crise actuelle, c'est-à-dire la crise dite du Covid, qu'on peut appeler crise sanitaire, crise pandémique, qui est en fait une crise un peu globale, puisque, comme chacun sait, au-delà de la très grave crise sanitaire, hein, parce qu'il y a quand même, si on prend l'UE à 28, hein, et puis si on met également les quelques pays de l'espace économique européen, hein, donc l'ex-UEA 28, donc si on prend l'UEA 27, plus le Royaume-Uni, plus l'Islande, plus le Liechtenstein, plus la Norvège, et il m'en manque un, plus la Suisse bien sûr, on en est quand même aujourd'hui, le 16 février 2022, à plus d'1 million de morts du Covid, donc dans ces 28 et 4, 32 pays européens. Hein, donc Et puis, il y a des tas de conséquences sanitaires également sur lesquelles je ne vais pas m'aggraver. On sait très bien que les médecins, les épidémiologistes nous expliquent qu'il faut aussi compter la mortalité, disons, indirecte, hein, liée au report d'intervention. Bon voilà, hein, donc la crise pandémique est une crise très très grave. Mais comme chacun sait, elle a eu des conséquences également sur l'économie et la société. Et voilà, donc personne s'y attendait. Et donc les Européens et l'Union européenne en tant que telle ont été donc confrontés à une crise. Il se trouve que face à cette crise, la réaction des Européens, qui a été très très vive et très importante, permet de poser cette question, est-ce que l'Europe n'est pas à un tournant historique, hein, face au Covid? C'est-à-dire qu'après tout, face à une crise pareille, il y aurait pu y avoir de l'atonie, de l'inertie, un lent embourbement, qui est quelque chose qu'on a un petit peu connu dans les années 2010, 2012, 2014, hein, avec la crise précédente qui était la crise de la zone euro. Mais là, ce n'est pas ça qui s'est passé. Hein. Il y a eu comme une espèce de réaction extrêmement vive. Et malgré l'ampleur des dégâts, il y a eu un véritable sursaut. Voilà. D'où ce titre qui vous est proposé ici, « Face au Covid, l'Europe a un tournant historique », sachant qu'évidemment, c'est un point d'interrogation, hein, parce que c'est un petit peu trop tôt, on est dans l'histoire du temps présent, c'est un petit peu trop tôt pour
pour pouvoir porter un diagnostic, sinon définitif, en tous les cas ferme. Voilà. Alors pourquoi c'est intéressant, me semble-t-il, de vous proposer cette problématique et cet angle? C'est parce que l'Europe, quand je dis l'Europe, je parle de la construction européenne, c'est-à-dire de ce projet politique d'union des Européens qui est un projet qui existe maintenant depuis 1945, qui a commencé d'être formalisé très exactement en 1950 avec la création de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et puis qui, bon an, mal an, finalement se poursuit depuis plus de 70 ans maintenant, avec un nombre de pays qui ont envie de participer de cette construction politique, un nombre de pays qui est sans cesse plus important. J'enfonce des portes ouvertes. En 1950, il y avait 6 pays. Aujourd'hui, en 2022, il y a 27 pays, mais il ne faut pas oublier les pays de l'espace économique européen dont je parlais tout à l'heure et de l'AELE, qui sont très très liés à la construction européenne et au marché unique. Il ne faut pas oublier les pays qui sont qu'on appelle candidats, qui sont en procédure d'adhésion, les pays donc des Balkans occidentaux, qui sont une demi-douzaine. Et puis il ne faut pas non plus oublier les pays dans lesquels il y a des débats très très importants au sein de la société et au sein de la société politique, entre ceux qui disent, et qui sont plutôt majoritaires en général, on aimerait pouvoir adhérer, ouvrez-nous la porte, comme en Ukraine, qui fait l'actualité en ce moment, comme en Géorgie par exemple, et parfois même en dehors de ce qu'on appelle de manière conventionnelle le continent européen, même si le continent européen, comme Christian Grattalou l'a existé, n'existe pas, c'est une invention, une convention si vous voulez. Le Maroc a demandé à adhérer à l'Union européenne, la Turquie a demandé à adhérer à l'Union européenne. Bon, voilà, donc en fait, l'Europe, en réalité, elle existe de par cette construction politique à laquelle un nombre grandissant et en fait permanent de peuples, de nations, de communautés sociales souhaitent adhérer. Et puis au final, oui, c'est vrai, il y a un peuple qui s'en est retiré, les Britanniques. Mais donc voilà pourquoi il me semble qu'on peut faire, à titre d'hypothèse, bien entendu, c'est à mettre en débat, l'hypothèse que l'Europe aujourd'hui, c'est l'Union européenne et réciproquement. Voilà. Parce qu'il y a une telle communauté de valeurs et une telle société politique qui fait qu'on voit bien que l'Union européenne polarise en fait ce qu'a été longtemps la culture européenne ou la civilisation européenne. Voilà. Et donc, pourquoi partir de cette crise pandémique? Parce que on peut dire, on a longtemps dit, on continue à dire, ça fait partie des stéréotypes avec lesquels on se raconte cette histoire, puisque comme vous le savez, quand on se raconte une histoire, toute communauté qui se raconte une histoire, une communauté nationale, une communauté régionale, une communauté familiale, et ici, comme avec l'Europe, une communauté supranationale, on se raconte toujours des histoires de manière un peu mythique. Donc on prend des éléments de la réalité qui sont bien attestés, et puis on en fait des récits. Voilà. Et l'une des manières de faire récit s'agissant de la construction européenne, c'est de dire que cette construction, alors l'UE si vous voulez, est une histoire de crise et de relance. Voilà. Bon, alors moi j'ai mis un point d'interrogation sur la slide, parce que, disons, c'est un stéréotype, c'est un mot fameux dont l'origine est à trouver dans un propos de Jean Monnet, qui avait dit que l'Europe serait la somme des crises et des solutions aux crises. Voilà. Et puis c'est vrai qu'un certain nombre d'historiens ont repris au fur et à mesure des décennies cette antienne pour dire regardez, on se rend compte que la construction européenne, étape par étape, prend corps parce qu'il y a des crises qui la jalonnent et qu'il y a toujours des solutions qui sont trouvées à ces crises. Et que c'est dans les moments de crise que les Européens resserrent les rangs, si vous voulez, pour dire la chose de façon familière. Et à cet égard, on pourrait dire que la crise pandémique qui démarre en Europe en février 2020 et qui, dans une certaine mesure, se poursuit aujourd'hui, elle n'est pas complètement terminée. Je rappelle quand même que, pour ne prendre que l'exemple de la France, on aurait toujours quand même à déplorer 300 morts par jour. Donc la crise n'est pas derrière nous, mais ce qu'on peut dire, c'est que le point d'orgue de la crise est derrière nous. C'est-à-dire que là, on est en train, et pas seulement en France, dans la plupart des pays européens, on est en train, disons, de la traverser, de la dépasser. Et comme dans toute crise, donc, on se rend compte qu'on passe d'un état critique à un état nouveau.
hein. Et la relance, c'est tout simplement l'action, le fait de faire repartir quelque chose qui était en train de tourner au ralenti, voire de s'embourber, hein. Et donc la crise, évidemment, c'est quelque chose d'un peu différent qu'un échec, ou qu'un blocage, ou qu'une impasse. Voilà. Et c'est sans doute pour ça que Jean Monnet a utilisé cette expression somme de solutions aux crises, ou que les historiens utilisent cette expression succession de crises et de relances, parce qu'on peut constater, hein, avec le recul, c'est-à-dire 70 ans plus tard, ou 75 ans, si on prend comme point de départ 1945 et la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui a été une véritable catastrophe sur à peu près tous les registres possibles et imaginables de la vie humaine, hein, on peut constater que à chaque fois qu'on a cru que cette construction européenne était, disons, au bord de l'arrêt, hein, au bord d'une mort clinique, et ben en fait, elle continuait. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est d'inscrire cette crise actuelle et la réponse à cette crise actuelle, hein, dans cette succession, dans cette série historique. Alors, je vais parler que de choses dont je ne doute pas que vous les connaissiez déjà. Simplement, peut-être que vous n'y pensez pas forcément tous les jours, contrairement à nous, les chercheurs et les profs en sciences sociales, les européanistes, dont c'est le métier. Voilà. Donc, je vous ai mis là, finalement, une succession, la succession, devrais-je dire, des épisodes de crise et de relance, hein, pour simplement vous montrer quels sont nos indices, hein. Pourquoi est-ce qu'on parle de succession de crise et de relance? Eh bien parce que il y a effectivement un certain nombre de grands moments, disons, de crise. On pensait qu'il y avait des blocages, puis on s'est rendu compte qu'on avait pu les dépasser. Et donc on a dit, c'était en fait des crises, et il y a eu des relances de la construction européenne. Alors là, je rappelle très rapidement les dates, hein, 54-57, et puis ensuite 65-69, 79-84, 89-93. Alors, le cinquième grand moment de crise a cette particularité qu'il dure longtemps, de 2005 à 2016, voire 2018, si on prend vraiment la fin de la crise de la zone euro ou de la crise dite des dettes souveraines, et qui a cette caractéristique qu'il n'y a pas de relance. Il y a bien des dispositifs qui ont été trouvés, j'en parlerai tout à l'heure, mais qui ne se sont pas traduits par ce qu'on pourrait appeler, par ce qu'on appelle une relance, c'est-à-dire le fait que l'ensemble des points de blocage qui caractérisent à un moment donné la situation de l'UE, ou précédemment de la CEE, se trouvent débloqués. Voilà. Et ça, c'est arrivé donc dans les années 50, dans les années 60, dans les années 80, et c'est pas arrivé dans les années 2000 et dans les années 2010. C'est finalement arrivé en 2020 avec la crise actuelle. Alors, je suis sûr que certains d'entre vous ont cherché mentalement à mettre des noms sur cette chronologie. Alors voilà les réponses, hein. Le nom à chaque fois de la crise, et puis à chaque fois quel a été j'allais dire l'instrument, mais surtout le dispositif, hein, de relance, hein, ce qu'ont imaginé les dirigeants européens, les parlementaires des différents États membres, l'ensemble des acteurs, qui peuvent être des hauts fonctionnaires, des fonctionnaires, des syndicalistes, des représentants du monde patronal, de simples citoyens, des militants politiques. Bon voilà, hein, l'Europe évidemment c'est pas uniquement, surtout dans une démocratie, les dirigeants sont toujours l'émanation d'un certain nombre de forces en présence. Voilà. Donc dans les années 50, il y a eu en 1954 la fameuse crise de la communauté européenne de défense, hein, c'est-à-dire que on était sur le point, depuis 1952, il y avait le projet de créer une communauté européenne de défense qui aurait sans doute fait franchir à cette construction européenne naissante un saut qualitatif très très important, hein. À ce moment-là, il y avait la CECA, la communauté européenne du charbon et de l'acier, et puis ce projet est mis en échec
par l'Assemblée française, alors que dans les 5 autres États membres, c'est un projet qui était plutôt en voie d'être ratifié, ou qui était même déjà ratifié dans 3 des 5 autres pays. Et alors que Konrad Adenauer, le chancelier de l'Allemagne, chancelier de l'Allemagne de l'Ouest de 1949 à 1963, a pu dire que c'était le jour le plus sombre de l'Europe, eh bien 3 ans après, il y a le traité de Rome, ou les traités de Rome qui agissent comme une relance, puisque ils permettent à cette construction européenne de s'approfondir et de se développer bien au-delà de ce qui était imaginable au moment de la construction de la communauté européenne du charbon et de l'acier. Bon. Et puis vous avez un autre épisode du même type, une dizaine d'années plus tard, c'est la crise de la chaise vide. Enfin, je mets la main comme ça, mais en fait, il faudrait que je la mette comme ça, parce que le PowerPoint est sûrement devant vous et au moment où je ne suis pas à l'écran. Donc ça ne sert à rien que je fasse des grands gestes. Donc en tous les cas, vous voyez sur le PowerPoint qu'il y a la crise de la chaise vide qui intervient à l'été 1965 et qui ne se résout véritablement que en décembre 1969 par ce qu'on a appelé la relance du sommet de La Haye. Bon, alors la crise de la chaise vide, en 2 mots, c'était vraiment une crise de la vie politique européenne. Bon, c'est passé à peu près inaperçu du côté des sociétés civiles, et même c'est passé plus ou moins inaperçu du côté, on va dire, de l'ensemble des fonctionnaires qui faisaient tourner la communauté économique européenne, parce qu'il y avait toujours à Bruxelles les réunions des différents comités chargés soit de la politique agricole, soit de la politique du marché intérieur, pour ne prendre que ces 2 exemples-là. Mais politiquement, le président de la République française de l'époque, Charles de Gaulle, a considéré qu'il fallait qu'il n'y ait plus de représentation politique dans les instances de décision de la communauté économique européenne, d'où le mot de chaise vide. Et cette décision a été prise pour une raison politique extrêmement simple, si j'ose dire, très claire, qui était que le président de Gaulle souhaitait porter un coup d'arrêt à ce qu'on pourrait appeler au processus d'approfondissement de la mutualisation des compétences, et en particulier des compétences budgétaires au sein de l'Union européenne, puisque le président de la Commission européenne de l'époque, M. Walter Hallstein, qui avait été sur les affaires européennes le plus proche collaborateur de Konrad Adenauer, donc dans les années 50, avait l'intention de donner à l'Assemblée parlementaire européenne un rôle dans, on va dire, la négociation et la décision du budget européen, et si possible d'augmenter ce budget européen. Bref, d'avancer de manière un peu timide et à pas compter et prudente vers un budget communautaire. Et là, De Gaulle a dit « il n'en est pas question ». Et ce faisant, De Gaulle a réussi un coup politique très important, de son point de vue. C'était un gaulliste à la tête fondateur d'une famille politique qu'aujourd'hui on appelle souverainiste. Il a fait en sorte, De Gaulle, d'interrompre un processus qui était prévu dans le traité de Rome, à savoir le passage progressif des prises de décision à la majorité qualifiée. Alors, à 6, la majorité qualifiée, vous savez, c'était très très facile à obtenir. Et en raison de ce blocage des institutions européennes par la France de l'époque, eh bien, l'unanimité est restée de mise jusqu'au début des années 80. Donc voilà. Alors, on sort de cette crise véritablement seulement avec le sommet de La Haye. Alors, ce qu'on appelle un sommet, c'est quand les chefs d'État et de gouvernement se réunissent. Donc, à l'époque, il n'y avait pas encore le mot de Conseil européen, qui veut dire aujourd'hui, de manière un peu instituée, sommet des chefs d'État et de gouvernement. Alors, comme vous savez, on dit toujours des chefs d'État et de gouvernement pour un seul chef d'État, qui est le chef d'État français, puisque il n'y a que en France, à l'époque déjà parmi les 6, aujourd'hui parmi les 27, il n'y a qu'en France que le véritable patron de l'exécutif n'est pas un chef de gouvernement, responsable devant le Parlement, mais un président, un chef d'État qui n'a pas seulement pour fonction d'inaugurer les chrysanthèmes, mais qui a réellement tous les pouvoirs, qui dirige réellement l'exécutif.
Donc, lors de ce sommet de La Haye, en Hollande, De Gaulle n'est plus là, il a quitté le pouvoir en 1969. Entre-temps, Georges Pompidou, son ancien Premier ministre, a été élu, et il se met d'accord avec ses homologues, en particulier Willy Brandt, chancelier allemand, pour relancer la construction européenne. Et cette relance passe notamment par un accord budgétaire définitif sur les montants qui vont être alloués à la politique agricole commune, sur le lancement d'un projet de politique étrangère européenne, qui verra jamais vraiment le jour, mais enfin en tout cas sur le moment, ça donnait l'impression, on va dire, de quelque chose de tout à fait prospectif. Et puis enfin et surtout, la France, qui n'est plus présidée par De Gaulle, donne son accord au projet d'adhésion du Royaume-Uni à la CE. Et comme on sait, avec le Royaume-Uni, il y avait 3 autres pays qui voulaient rentrer. La Norvège, qui finalement n'a pas ratifié, mais également le Danemark et l'Irlande. Voilà. Donc, tout cela pour vous dire que il y a des processus de crise et de relance, et que déjà une première conclusion qu'on peut en tirer à ce stade, parce que là les crises dont nous parlons n'ont absolument rien de dramatique comparé à la crise pandémique que j'évoquais tout à fait au début de cet entretien, enfin de cette vidéo, de cette conférence. Mais ça vous montre déjà, ou ça vous rappelle, parce qu'on a parfois un peu tendance à l'oublier, que la vie politique communautaire, comme on disait à l'époque, on disait communautaire parce que communauté européenne du charbon et de l'acier, communauté Euratom pour l'énergie atomique, communauté économique européenne, donc on disait communautaire. Bon, maintenant qu'on s'appelle l'Union européenne depuis le traité de Maastricht en 1993, on ne dit plus communautaire, on dit européen. Voilà. Tout ça pour dire que vous voyez qu'il y a une vie politique en fait qui est pleine d'ardeur, de haut et de bas, et qui finalement n'a rien à envier à la vigueur, la vivacité, l'intensité, la passion des vies politiques nationales. Voilà. Simplement, en général, on ne le dit pas trop, ou dans un certain nombre de pays, dont la France, les journaux, les médias ne relayent pas les choses comme ça, parce que sinon, ça serait donné quand même une certaine noblesse, en fait, à la vie politique européenne. Voilà. Bon. Alors, il y a un troisième épisode de crise et de relance, et cette crise, cette fois, elle est budgétaire. Elle est budgétaire, et elle est provoquée par... je me rends compte en vous parlant que j'avais quelques petites images à vous montrer. Alors, je vais aller tout de suite à la crise budgétaire. La crise budgétaire, elle est provoquée par le Premier ministre britannique de l'époque, qui est Madame Thatcher, qui est arrivée au pouvoir en 1979. Et l'année de son accession au pouvoir, donc son parti, le Parti conservateur, remporte les élections législatives de façon très très conséquente. Bon, vous savez qu'à cette époque, le Royaume-Uni avait la réputation assez exacte d'un grand pays, on va dire, idéal typique du bipartisme, et d'être réglé comme un coucou suisse avec une alternance très régulière, quasiment à chaque élection. Le parti qui était dans l'opposition arrivait au pouvoir, et le parti qui avait la majorité sortante repassait dans l'opposition. Bon, Madame Thatcher arrive, donc elle met fin aux 4 années précédentes de gouvernement travailliste, et elle applique son programme s'agissant de l'Europe, en disant qu'elle trouve que la contribution britannique au budget européen est bien trop élevée. Elle fait des calculs qu'on pourrait qualifier d'apothicaires. Si on pense que ce qui est important dans la construction européenne, c'est d'avoir, on va dire, une espèce de solidarité, et que de toute façon le budget européen étant finalement très très modeste, il tourne toujours à plus ou moins 1% du revenu national brut européen, que donc c'est l'épaisseur du trait, et que ce qui compte, c'est de contribuer à un budget commun, et que si certains touchent plus qu'ils ne mettent dans la caisse, c'est pas très grave, parce que ce qui compte, c'est surtout la mécanique. Mais Madame Thatcher ne voyait pas les choses comme ça. Jusqu'à présent, tout le monde les voyait comme ça. Mais Madame Thatcher arrive, et encore une fois, elle a pris personne par surprise, en disant « Les Britanniques ont une contribution bien trop élevée, par rapport aux bénéfices
aux subventions, comme on dit aujourd'hui, qu'il retire du budget européen. Et, dit-elle, il faut mettre fin à ça. Et donc elle a, lors d'une conférence de presse qu'elle donne au tout début du mois de novembre à Dublin, à l'issue du sommet des chefs d'État et de gouvernement sous la présidence irlandaise, elle a cette phrase qui est restée, qui est passée à la postérité de manière un petit peu raccourcie, « I want my money back ». Et là, vous voyez la phrase exacte. « We are not asking for a penny piece of community money for Britain. We are asking just for a large amount of our own money back ». Et donc, là, Mme Thatcher a introduit quelque chose qui va avoir une grande postérité, ce que Jacques Lecacheux, mon collègue économiste de l'OFCE, appelle la loi du juste retour, c'est-à-dire cette modalité de calcul où certains chefs d'État et de gouvernement, ou certains partis politiques disent « je veux que mon pays reçoive des subventions dans une proportion équivalente à la contribution de mon pays au budget communautaire ». Voilà, ce qu'on a appelé, enfin encore une fois, Jacques Lecacheux a appelé la loi du juste retour. Voilà. Et donc, en faisant ça, Jacques Lecacheux toujours dit qu'on introduit le poison du juste retour, et Mme Thatcher va casser les pieds de tous ses homologues, avec tous ses ministres, dans toutes les formations du Conseil des ministres européens, comme on dit familièrement, et chaque année, les ministres britanniques s'opposaient à l'adoption du budget européen de l'année suivante, et ça a duré comme ça 5 ans, jusqu'à ce que les Européens, et en particulier les Franco-Allemands, donc les Franco-Allemands c'était, comme vous pouvez le voir sur cette caricature de Plantu, qui était déjà à l'époque le dessinateur en une du monde, comme vous pouvez le voir, vous voyez Helmut Kohl, qui est le troisième en partant de la droite du dessin. Il est à côté de François Mitterrand, qui présidait, et il est également à côté de Chirac, puisque là, on devait être en cohabitation. Mais l'épisode dont je vous parle est avant la cohabitation, puisque c'est en 1984 que les Franco-Allemands font fuiter un projet, pour dire les choses très rapidement, de CE bis à 9, voilà, dans laquelle il n'y aurait pas le Royaume-Uni. Et ça va se résoudre, tout ça va être résolu lors d'un sommet européen, encore une fois, à Fontainebleau, puisque c'est sous présidence française. On est en 1984, premier semestre 84, et donc à Fontainebleau, dans le château de Fontainebleau, puisque à chaque fois que le gouvernement français est en charge d'une présidence tournante semestrielle à l'époque de la CE, aujourd'hui du Conseil de l'UE, eh bien, il met les petits plats dans les grands, en faisant des grandes réunions dans différentes villes, et si possible dans des monuments historiques prestigieux. Et lors de ce Conseil européen de Fontainebleau, il y a un compromis qui a été trouvé sur, on va dire, un rabais qui a été accordé à la contribution britannique, donc dérogation budgétaire. Les Britanniques obtiennent de payer moins que ce qu'ils payaient jusqu'à présent. En échange, ils acceptent, c'était le projet de Delors, de Kohl, de Mitterrand, de González, qui à ce moment-là présidait, était Premier ministre espagnol, mais d'autres également, des Italiens, des Grecs qui étaient rentrés en 81. Donc ils obtiennent de Thatcher qu'elle s'accorde, qu'elle ne mette pas son veto à l'augmentation très très sensible du budget européen, puisque c'est à partir de 1984 qu'il y a le paquet de l'or, c'est-à-dire la création, des fonds structurels européens, de la fameuse politique régionale européenne, dont le but est de faire converger par le haut l'ensemble des territoires européens, de tirer par le haut l'ensemble des territoires considérés comme économiquement moins développés que ceux qui sont les plus développés. Donc on considère que là, il y a une véritable relance, parce que dans la foulée de cet accord de Fontainebleau, il y a également le fameux livre blanc sur ce qui va devenir le marché intérieur, le marché unique et l'espace sans frontières qui entrera en vigueur dans le cadre de l'acte unique européen en 1992. Voilà. Donc quelque chose de tout à fait significatif. Et donc en réglant un petit problème budgétaire, en fait on en a réglé une demi-douzaine d'autres, et on a permis à la construction européenne d'avancer. Et dans cet état d'esprit, à partir de 1985, il y a eu 2 conférences intergouvernementales
et dont une qui a débouché 3 ans plus tard sur le lancement de ce qui allait devenir l'Union économique et monétaire, et donc l'euro. Voilà, hein. Donc en fait, la dynamique, si vous voulez, lancée par le Conseil européen de Fontainebleau est telle, si vous voulez, et touche tellement tous les domaines de la vie communautaire et toutes les politiques publiques de l'Europe, qu'on peut vraiment parler d'une relance. Voilà. Alors je reviens un tout petit peu en arrière sur la slide où j'avais ma succession. 4e épisode, la crise du bloc communiste. Alors la crise du bloc communiste, ce n'est pas une crise de la construction européenne en tant que telle, hein, c'est une crise de cette partie de l'Europe qui se voyait interdite de construction européenne. Voilà. Et bon, hein, donc, juste, ça me paraît important de rappeler au passage que ce n'est pas la chute du mur de Berlin qui provoque, disons, la chute du communisme en Europe de l'Est. Hein, que le mur de Berlin, c'est un maillon hein, du rideau de fer, et la première fois que le rideau de fer a commencé d'être ouvert, comme vous pouvez le voir sur cette photo d'archives hein, qui a été publiée à l'époque dans Paris Match, hein, c'est en juin 1989, hein, l'ouverture du rideau de fer, qui était vraiment en vrai barbelé, avec des vrais miradors, à la frontière austro-hongroise. Hein, et donc en fait, les Allemands de l'Est, hein, il y a eu quand même jusqu'à 2 millions d'Allemands de l'Est qui ont rejoint l'Allemagne de l'Ouest, mais en passant par la Hongrie, puis par l'Autriche, pour arriver en Allemagne de l'Ouest, comme vous pouvez le voir sur les autres photos, où on reconnaît la fameuse Trabant, hein, la Fiat Uno des Allemands de l'Est, mais qui avait une très très grande réputation. Alors, là, il n'y a pas vraiment une crise, si vous voulez, de la CE, mais ça aurait pu. C'est-à-dire que tout d'un coup, les Européens de l'Ouest se trouvent investis d'une mission historique. Hein, bon. Et ils ont répondu, si vous voulez, à cette espèce de choc externe par ce que vous connaissez tous, à savoir le fameux traité de Maastricht, au sein duquel il y a l'Union économique et monétaire. Ben là, il faut faire attention, hein, la chronologie est très précise, hein, parce qu'encore une fois, la décision de lancer l'Union économique et monétaire et donc de faire l'euro, comme on dit, n'a pas été prise à la suite hein, de la chute du rideau de fer, ou en réponse à cette crise géopolitique. Encore une fois, le projet d'union économique et monétaire était dans les tuyaux depuis 1988, et encore plus précisément depuis le Conseil européen de juin 1989, sous présidence espagnole. Hein, c'était sur les rails. Voilà. Hein, et précédemment, c'est bien le comité de l'or qui avait commencé d'en poser les jalons, comité de l'or qui était composé de l'ensemble des gouverneurs des banques centrales et de l'ensemble des directeurs des trésors des 12. Hein, voilà. Mais on dit souvent que le traité de Maastricht et l'Union économique et monétaire en particulier a été, disons, la contrepartie de l'unité allemande. Hein. Alors, c'est donc en partie inexact, c'est en partie exact parce que, en fait, la crainte des 11, c'était que le chancelier Kohl ralentisse le calendrier prévu de réalisation de l'UEM, tellement il était concentré sur l'unité allemande. Voilà. Et donc en fait, ce qui a été la promesse qu'a fait Kohl lors du Conseil européen de l'Élysée en décembre 89, hein, à nouveau une présidence française, c'est le hasard, hein, c'est de dire oui, le fait d'accélérer, enfin le fait de faire l'unité allemande, de le faire très vite, et de le faire en promettant de ne pas toucher aux frontières, les fameuses frontières dites Oder-Neisse, qui séparaient l'ex-Allemagne de l'Est, enfin à l'époque l'Allemagne de l'Est et la Pologne, hein, il a dit « je ferai tout ça, puisque vous me donnez votre accord, et ça ne changera absolument rien quant à mon engagement ou l'engagement de mon pays sur le calendrier d'avancée de l'UEM. » Voilà, et c'est comme ça que le traité de Maastricht, si vous voulez, a pu se retrouver de fil en aiguille, rédigé et être signé par l'UE à 12, à l'époque ils étaient 12, hein, lors du fameux sommet Conseil européen de Maastricht en Hollande, sous présidence néerlandaise. Et comme vous le savez, c'est la petite, là encore une caricature de Plantu qui croque François Mitterrand disons, en posture et en costume gaullien de l'appel de juin 40, hein, voilà, lorsque celui-ci se lance
dans la bataille du référendum pour faire approuver par référendum, pour faire ratifier par référendum le fameux traité de Maastricht. Voilà. Et le traité de Maastricht, pour le coup, alors encore une fois, c'est la réponse à une crise exogène. Hein, ce n'est pas la réponse à une crise interne, mais c'est très important, pour des raisons que vous connaissez tous, puisque à partir ou avec le traité de Maastricht, ce que mutualisent les Européens, ce n'est pas seulement, comme ils le faisaient jusqu'à présent depuis 1950, des politiques publiques et les territoires nationaux sur lesquels on applique ces politiques publiques. Hein. Alors mutualiser ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 1950, dans un certain nombre de domaines extrêmement précis, eh bien, les dirigeants, donc exécutifs, législatifs, judiciaires, demandent à leurs cousins, frères et sœurs de la famille européenne, de la communauté européenne, de décider ensemble des modalités d'application d'un certain nombre de politiques publiques sur leur territoire national. Mais en contrepartie, ça veut dire qu'ils sont aussi co-décisionnaires de la manière dont ces politiques publiques vont être mises en œuvre sur les territoires nationaux des autres membres de la famille ou du club. Voilà. Donc on peut parler de mutualisation des politiques publiques dans certains secteurs et de mutualisation des souverainetés territoriales, nationales. Voilà. Ce que fait Maastricht, c'est un saut véritablement qualitatif, puisque avec Maastricht, c'est également les compétences régaliennes. C'est la souveraineté régalienne qui est mutualisée. La monnaie, évidemment, mais également, même si ça va se faire petit à petit, par étapes, vraiment par petits pas, la justice, la police, notamment avec les visas, la diplomatie, et puis la guerre, hein, avec la fameuse Europe de la défense, même si celle-ci reste encore balbutiante. Mais donc, c'est vraiment, si vous voulez, c'est un changement de paradigme, hein, même si ça se met en place progressivement depuis 30 ans, c'est un changement de paradigme parce que 1954, avec le rejet de la CED, c'était une espèce de stop. Hein, non, nous ne mutualiserons pas les compétences régaliennes. Et à partir de 93, enfin 91, 92, 93, puisque c'est en 93 que le traité de Maastricht rentre en vigueur, hein, après 2 ans, 1 an et demi de ratification, de processus de ratification un peu compliqué, et bien là, ça y est, c'est parti. Et comme vous savez, on est toujours là-dedans. Hein, on mutualise des compétences régaliennes ou de la souveraineté vraiment étatique, pure et dure, si j'ose dire. Hein. Même si ça se fait, encore une fois, par petites touches, de manière ponctuelle, de manière sectorielle, voilà. Et donc, on n'est pas surpris, si vous voulez, une fois qu'on a bien ça en tête, qu'il y ait des débats aussi vifs depuis le traité de Maastricht, entre ceux pour qui il n'y a de souveraineté populaire que dans la nation, et donc que dans la souveraineté de l'État-nation, et ceux qui disent, bah, après tout, on peut avoir une souveraineté populaire de type supranational. Hein, c'est pas, le modèle de l'État-nation n'est pas éternel. D'ailleurs, il n'a pas duré si longtemps que ça. Et d'ailleurs, dans le modèle supranational, personne ne rejette les États-nations. Ils font partie de l'ensemble du tableau, de l'ensemble du système politique. Voilà. Donc, il se passe quand même quelque chose de très très important en 91-93. Et puis, juste avant d'arriver à la pandémie actuelle, à la crise actuelle, se rappeler que les années 2000 et 2010 sont une quinzaine d'années, hein, très exactement de 2005 à, je vous le disais, à 2016 ou 2018, hein, où il y a plusieurs crises qui se succèdent et qui s'additionnent sur des registres très spécifiques. Hein. En 2005, il y a une crise qu'on peut qualifier de politique, de vraiment purement politique, avec le rejet par la France et l'Allemagne de la ratification du traité constitutionnel européen. Et puis ce moment correspond, on va dire, à l'enclenchement d'une montée progressive des forces qu'on peut appeler souverainistes d'une part et illibérales d'autre part. Donc il y a une espèce de défi politique interne. Hein, il y a ce qu'on pourrait appeler une bataille politique très importante à l'échelle de l'Europe, dans laquelle on est aujourd'hui, qui passe par à peu près tous les pays, dont la France. Tout le monde se souvient du fameux débat de l'entre-deux tours de l'élection présidentielle de 2017, où là, il y avait vraiment une incarnation, si vous voulez, hein, de ce débat interne entre ceux qui disent oui à une
solidarité européenne au nom, disons, d'une espèce de nationalisme européen, et qui rejette un peu l'état de droit, qui se méfie, on va dire, de la mutualisation des compétences régaliennes, et puis d'autre part ceux qui étaient à l'époque incarnés par le candidat qui a fini par remporter l'élection, qui disent en fait c'est dans un cadre européen qu'on finira par arriver à mieux incarner, défendre, épanouir les souverainetés et au final la souveraineté des Européens, y compris les souverainetés nationales. Bon voilà. On est toujours dans ce débat, et en effet, en 2016, dans un des pays de l'Union européenne, les tenants de cette première thèse l'ont emporté, puisque, à un peu plus de 51%, une majorité de Britanniques a décidé qu'il fallait que leur pays cesse de mutualiser sa souveraineté territoriale, ses politiques publiques et sa souveraineté régalienne. Et il est sorti. Mais au final, dans la longue durée ou dans la moyenne durée, il n'y en a qu'un qui a fait ça. Et il n'y a pas eu d'effet domino au Brexit. Voilà. Entre ces deux moments, il y a eu deux autres crises. La crise de la zone euro, je l'évoque, je ne m'étends pas ici. Il y a eu aussi une crise géopolitique, elle-même un peu poliforme. Tout le monde s'en souvient, douloureusement, surtout que ce n'est pas complètement fini, il y a des métastases. Le défi du djihadisme et du terrorisme islamiste qui, quand même, frappe, fait peur, crée des morts, provoque des morts et fait pression sur les États de droit. Puisque tous les États ont dû réévaluer l'endroit où mettre le curseur entre les libertés et les dispositifs ou les politiques publiques de sécurité. Donc c'est pas simple. Mais en même temps qu'il y a eu ce défi, l'Union européenne a été confrontée aussi à l'émergence de ce que Zaki Laïdi appelle le souverainisme à l'échelle internationale, c'est-à-dire qu'un certain nombre de pays ont considéré que le multilatéralisme n'était plus une bonne idée, et qu'au contraire, il n'y avait de politique mondiale pour un pays que de politique qui permettait d'assouvir ses intérêts nationaux égoïstes. Et là, vous reconnaîtrez la Chine de Xi, la Russie de Poutine, pendant 4 ans, les États-Unis de Trump, mais aussi le Brésil de Bolsonaro. Bon, et les Européens, eux, ne sont pas du tout dans ce type de paradigme en termes de politique étrangère, de politique mondiale. Ils considèrent qu'il y a des problèmes mondiaux et que, par conséquent, il faut avoir des politiques mondiales qu'on essaye de résoudre ensemble. Les Européens sont à l'origine de la création de l'Organisation mondiale du commerce, qui est quasiment la seule autre organisation supranationale à part l'Union européenne. Les Européens sont à l'origine du protocole de Kyoto, qui est le début de la première politique climatique mondiale. Les Européens ont beaucoup œuvré à la création du tribunal pénal international de l'ONU. Bon, voilà, les Européens, ils ont d'ailleurs eu le prix Nobel de la paix en 2012, parce qu'ils sont vraiment, pour dire les choses très très rapidement, kantiens, et pas du tout schmittiens, comme peuvent l'être, encore une fois, la Russie de Poutine, la Chine de Xi ou les États-Unis de Trump. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un énorme défi dans lequel on est toujours. Là, au moment où je vous parle, on était, jusqu'à il y a encore 2 jours, en pleine acmé de la crise russo-ukrainienne. Bon, et les Européens, ils ont du mal à trouver leur marque dans un monde devenu un monde d'égoïsmes nationaux. Voilà. Donc, alors, ils n'ont pas rien fait. Ils ont pris des dispositions dans le domaine budgétaire pour répondre à la crise de la zone euro. Il y a le fameux traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de la zone euro. Par rapport au Brexit, ils ont pris 2 accords qui sont des très très bons accords, très solides. Ils n'ont pas perdu les pédales, ils ont perdu beaucoup d'énergie en 5 ans pour négocier un accord, de Brexit proprement dit, puis un accord de coopération et de commerce avec le Royaume-Uni, qui est un accord qui fait qu'au final, le Royaume-Uni a des relations moins instituées, moins institutionnelles, moins denses que ne peut en avoir avec l'UE, la Corée du Sud, Singapour ou le Canada.
Bon, c'est le choix des Britanniques. À mon avis, ils vont bientôt, dans 5 ou 10 ans, chercher à revenir pour avoir, peut-être pas dans l'UE, mais enfin, ils vont chercher à avoir un statut plus privilégié, moins éloigné que celui qu'ils ont aujourd'hui. Mais enfin bon, d'une certaine manière, ça les regarde. Et donc, évidemment, ces deux accords ont réglé des problèmes ponctuels. Ils n'ont pas relancé la construction européenne comme a pu le faire le sommet de Fontainebleau. Vous voyez, bon. Donc, il y avait bien des réponses, si j'ose dire, aux différents problèmes, aux différentes crises dans les différents registres, mais aucune de ces réponses, la réponse à l'échec du traité constitutionnel européen, c'est, comme vous le savez, le traité de Lisbonne. Voilà. Mais aucune de ces réponses, traité de Lisbonne, TSCG, accord sur le Brexit, accord de coopération et de commerce avec le Royaume-Uni, et puis dans le domaine de la géopolitique, très franchement, les Européens ont vraiment du mal. Si, ils ont fini par faire cet accord avec la Chine sur les investissements réciproques. Bon, avec la Russie, c'est très compliqué. Bref. Et puis, aucune de ces réponses à ces crises, mais c'était quand même des réponses qui ont permis de continuer, n'a eu l'effet d'une relance. Et puis là-dessus, il arrive quelque chose, donc, qui était totalement imprévu. Là, on rentre dans les années 2020, c'est un peu le hasard que ça fonctionne comme ça par décennie. C'est la fameuse crise du Covid, et il se trouve que l'Europe est l'épicentre de cette pandémie. Alors, d'après les statistiques qu'on a, parce qu'évidemment, entre les pays comme la Chine et la Russie, où les statistiques ne sont pas transparentes, donc jusqu'à quel point peut-on considérer que les statistiques de ces deux pays sont fiables? Là, je laisse la réponse aux statisticiens. Mais toujours est-il que, par rapport aux données dont on dispose, et que l'OMS met en circulation, l'Organisation mondiale de la santé, il est clair que l'Europe a été l'épicentre de la crise dans le monde. Voilà, Donc là, vous les trouvez très facilement. Il y a les liens sur le PowerPoint, donc vous pourrez bien entendu, si vous ne l'avez déjà fait, cliquer dessus. Donc là, c'est le nombre de morts en février 2022. Donc j'ai été voir ça ce week-end, enfin le week-end dernier. Aujourd'hui, on est mercredi. Et donc, à l'échelle du continent, donc vous avez quand même plus d'1,7 million morts. Et encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, si on prend le système politique européen, c'est-à-dire l'Union européenne et les pays européens qui lui sont très très liés par différents types d'accords, on en est à plus d'1 million, probablement 1,050,000 ou 1,100,000, sachant qu'évidemment, la Russie, si vous voulez, semble très très touchée. Donc, cette crise est très grave. Il y a une première réponse, une première, pas en termes chronologiques, mais il y a une réponse très rapide qui a été donnée, très rapide, comme vous le savez, à l'échelle de l'histoire. Il y a des vaccins qui ont été trouvés en quelques mois, et même si les vaccins n'ont pas été trouvés par des entreprises européennes, par des laboratoires pharmaceutiques européens, c'est surtout des laboratoires américains ou un peu britanniques. Bon, il y a bien évidemment BioNTech, qui est cette start-up allemande. Mais enfin, la start-up a trouvé la formule du vaccin. C'est pas elle qui pouvait le développer. Donc, ça a été développé par des firmes pharmaceutiques américaines. Les Européens ont excellé dans une politique publique qui est aussi vieille que Pasteur, si j'ose dire, et aussi ancienne que les États, une politique publique sanitaire, non pas la vaccination, mais le fait de mettre en œuvre des politiques publiques sanitaires, c'est quelque chose quand même qui est assez ancien. Et la politique publique vaccinale mise en œuvre par les Européens ensemble et de manière coordonnée à l'échelle de l'UE, avec un rôle d'impulsion donné à la Commission qui, comme vous le savez, a centralisé les appels d'offres, le financement des recherches, la distribution des vaccins, est quelque chose qui s'est fait finalement très très rapidement, entre l'été 2020 et aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui, donc en 2022, l'Europe, après avoir été l'épicentre de l'épidémie, et c'est toujours le cas en nombre de décès, est devenue l'entité territoriale et politique où le taux de vaccination est le plus élevé au monde.
Voilà. Alors, il y a des différences, il y a des nuances très grandes entre un pays comme la Bulgarie où seuls 35 à 40% des adultes ont un schéma vaccinal complet et la France ou le Portugal ou l'Islande, pour prendre un pays de l'UE, où c'est 80% de la population adulte qui a un schéma vaccinal complet. Mais dans l'ensemble, l'Union européenne a réagi, si vous voulez, les Européens ensemble, à différentes échelles, ont réagi de façon extrêmement vigoureuse. Et puis, le deuxième grand registre de réaction et de réponse à cette crise, c'est la réaction à la crise économique. Donc là, je vous ai mis un petit graphique qui rappelle à quel point cette pandémie a plongé l'Europe dans une récession. La croissance a considérablement chuté en 2019 et en 2020. Et par rapport à ça, les Européens, en un temps extrêmement rapide, ont mis sur pied ce qui est connu comme le plan de relance de l'économie européenne face aux conséquences du Covid. Voilà, ça s'appelle comme ça, le plan de relance de l'économie européenne. Alors ce plan de relance, comme vous le savez, ou comme on a un peu tendance à l'oublier parce que les médias en France ont eu du mal à le dire, parce que les médias en France, pas tous, mais disons il y avait quand même une petite musique habituelle consistant à dire « les Européens sont très désunis », alors on a mis l'accent sur les réquisitions de masques, sur le fait qu'on empêchait l'importation, bref, les obstacles mis au marché intérieur, en particulier pour les masques et le matériel, mais en fait ça n'a duré que 15 jours, parce qu'il y a eu une telle pression des opinions publiques, faut quand même se rappeler les images de Bergame et de la Lombardie, c'est-à-dire une des régions les plus industrialisées du monde, une des régions les plus riches du monde, l'équivalent en Europe de la Californie, si vous voulez, avec des gens qui étaient en train de mourir, d'agoniser dans les couloirs de l'hôpital de Bergame. Bergame, c'est pas Milan, mais enfin presque, c'est la ville la plus industrieuse, la plus dynamique de Lombardie après Milan. Avec les gens enterrés dans des fosses communes, avec des camions qui venaient la nuit pour enlever les morts et les mettre dans des cercueils. Et quand les opinions publiques ont vu ça, il y a eu une espèce de réaction consistant à dire c'est pas le moment de faire du chacun pour soi. Et donc la phase dite d'égoïsme national, en fait, n'a pas duré plus de 3 semaines. Et très rapidement, les Européens, alors soit les classes politiques par elles-mêmes, soit sous la pression d'une grande partie des opinions publiques, on dit il faut des dispositifs de solidarité. Donc, comme vous le savez, on a monté des trains pour envoyer des malades du Covid qu'on ne pouvait pas accueillir dans les hôpitaux du Grand Est en Allemagne, ou au Luxembourg, ou en Suisse, etc. Et puis il y a eu ce fameux plan de relance, qui commence très tôt. Le Conseil européen, dès le mois de mars 2020, le mois de mars, c'est-à-dire 6 semaines après le début de la pandémie, demande au Conseil de l'Eurozone, demande à la Commission européenne de réfléchir à ce que pourrait être un plan de relance, qu'à l'époque on appelait Fonds européen de relance et de résilience. Donc rien à voir avec les modalités et le rythme de réaction politique à la crise des dettes souveraines ouverte en 2010 par la découverte que les finances publiques de la Grèce étaient dans un état extrêmement dégradé et bien plus dégradé que ce que les gouvernements grecs avaient annoncé depuis 10 ans. Comme vous le savez, le TSCG, il a fallu attendre 2013 pour qu'il soit adopté. Le fameux FESF, il a fallu attendre 2012. Et puis ça s'est fait en contrepartie d'exigences, de réformes extrêmement austères, etc. Là, il n'y a rien de tout ça. Très rapidement, le Conseil européen, la Commission, le Parlement européen, le premier dit il faut trouver quelque chose, s'y mettent. Voilà. Et dans l'intervalle, dès la fin du mois de février, dès le début du mois de mars, la Banque centrale européenne annonce qu'elle va relancer son programme de rachat d'actifs, qui était censé s'éteindre progressivement depuis la fin de la crise des dettes souveraines en 2018. Voilà. Et elle l'a fait, comme vous le savez, sans aucune limite. C'est-à-dire Madame Lagarde a repris à son compte le fameux mot de Mario Draghi, « whatever it takes ». Voilà. Et puis dans l'intervalle, toujours pareil, on est en mars, donc très très tôt.
très très rapidement, on est déjà à 300 000 morts par ailleurs, mais enfin, oui, 300 000 morts, peut-être que j'exagère, à plusieurs dizaines de milliers de morts, probablement plus de 200 000, ça a été très très vite comme vous vous en souvenez, notamment en Italie, notamment en France, notamment au Royaume-Uni. On dégage une première enveloppe de 540 milliards d'euros, avec le mécanisme sûr, d'aide aux entreprises et au chômage, pour qu'elles mettent leurs salariés au chômage technique, et avec les interventions de la Banque européenne d'investissement pour aider les PME. Donc, on a une réponse, si vous voulez, colossale et quasiment immédiate. C'est-à-dire qu'à l'échelle de l'histoire, ce n'est pas les 3 semaines de balbutiements et de comportements un peu égoïstes. On les a même déjà oubliés. Et donc les médias et un certain nombre de commentateurs et un certain nombre d'euro-pessimistes habituels et un certain nombre de dirigeants politiques qui font leur miel des unions européennes ou des bisbilles européennes ont dû rétropédaler très vite. Voilà. Donc, à partir de là, si vous voulez, les choses vont très vite. Dès le 19 juin 2020, les membres du Conseil européen adoptent la fameuse proposition de plan de relance de la Commission à 750 milliards. C'est-à-dire que la Commission européenne, qui livre la copie que le même Conseil européen lui avait demandé 2 mois plus tard, surenchérie de 200 milliards d'euros par rapport à l'initiative, c'est-à-dire à la proposition des Franco-Allemands faite en mai. Voilà. Et la suite de l'histoire, vous la connaissez, puisque lors du Conseil européen de juin, lors du Conseil européen, je cherche ma slide, où est-ce qu'elle est ? Lors du Conseil européen de... Ah non, je me trompe de sens, pardon. Je vais y arriver, excusez-moi. Lors du Conseil européen de juillet, décidément, de juillet 2021, 17, 18, 19, 20 juillet 2020, excusez-moi, donc je reprends. Et de fil en aiguille, lors du fameux Conseil européen des 17, 18, 19 et 20 juillet 2020, le Conseil européen le plus long de l'histoire, à égalité avec le Conseil européen de Nice de décembre 2000, donc la présidence française à ce moment-là de 2000, eh bien le Conseil européen s'accorde sur l'adoption du fameux plan de relance. Voilà, y compris avec le mécanisme de conditionnement de l'attribution des fonds du plan de relance au respect de l'état de droit. Voilà. Et là, Angela Merkel, que vous voyez sur cette photo, aux côtés de Mark Rutte, donc le Premier ministre hollandais, qui était, on va dire, très sceptique et qui s'est battu à la tête du groupe des pays dits frugaux, la Hollande, le Danemark, la Suède, l'Autriche et aussi la Finlande, a obtenu un certain nombre de concessions. Mais Angela Merkel, qui présidait à ce moment-là le Conseil de l'UE, et Madame von der Leyen, qui préside toujours la Commission. Là, vous voyez également le président Macron. Il y a également Charles Michel, que vous voyez tout sourire avec Madame von der Leyen à l'issue de ce Conseil. Ils ont tous joué un rôle important pour faire en sorte que, pas du tout seul, mais Madame Merkel a vraiment eu un rôle de médiatrice parce que son pays présidait le Conseil de l'UE. Bref, voilà, c'est adopté. Comme vous le savez, le 10 décembre 2020, il a fallu un deuxième Conseil européen pour adopter dans le détail la répartition très précise qu'on peut voir sur les slides suivantes, mais que je ne vais pas forcément montrer ici pendant cette intervention. Vous pourrez les voir en consultant les slides par ailleurs, qui, je crois, vont circuler. Pour ceux et celles que ça intéresserait, j'ai mis plusieurs graphiques tirés de certains articles d'économistes qui ont détaillé le plan de relance. Ce qu'il faut donc bien voir, c'est que ce plan de relance est sur les rails. Et que dès la fin de l'année, et que dès l'année 2020, il y a une première tranche d'emprunt qui a été une première émission de bons du Trésor européen qui a été lancée par la Commission européenne. Donc, ce plan de relance agit comme une relance de la construction européenne, non seulement parce qu'il témoigne de la capacité, d'abord de la volonté
et de la capacité qu'ont eu les Européens d'être solidaires les uns avec les autres, de dire, bon, bah, après tout, il est hors de question qu'on laisse tomber un pays plus touché, ce en quoi les Européens ont été, sans le savoir, assez visionnaires, parce que si vous prenez l'état des dégâts sanitaires causés par la pandémie, en particulier en prenant pour indicateur les décès lors des premières et deuxièmes vagues, eh bien vous voyez que la hiérarchie des pays les plus touchés n'est plus la même que celle qui caractérise les vagues suivantes. L'Allemagne, dont on a tellement dit en France entre février et août 2020 que c'est formidable comme elle s'en tire bien, a été très touchée du point de vue des décès lors des vagues suivantes. La Suède, qui était épinglée pour sa politique, elle était à peu près la seule à ne prendre aucune mesure de restriction, elle avait un taux de décès rapporté à sa population très élevé, a ensuite s'est retrouvée dans une position symétriquement inverse lors des vagues suivantes. Le Portugal, qui était un pays considéré comme un pays du Sud ayant d'énormes difficultés budgétaires, relativement moins développé que les pays du Centre et du Nord-Ouest, comme la Grèce, a été très épargné. Si on prend l'indicateur du nombre de décès rapportés au nombre d'habitants, ils n'ont pas été épargnés par les hasards, on va dire, du climat et des planètes. Hein. Ils ont été épargnés parce qu'ils ont fait hyper gaffe. Hein, tout de suite. Bon, voilà. Donc, cette pandémie, si vous voulez, elle a montré qu'en fait, il n'y avait pas de, on va dire, on n'était pas plus ou moins touché ou plus ou moins atteint en fonction de la qualité supposée des politiques économiques et budgétaires. Et par rapport à ça, les pays se sont dit, bah, d'abord, finalement, les Portugais, les Grecs, les Belges, les Suédois, bref, on est tous concernés. Les morts qu'il y a de l'autre côté de la frontière, c'est un peu comme chez moi. Il y a une espèce de conscience européenne. Et puis, en termes de solidarité financière et sanitaire, ça n'avait plus de sens de dire il y a des pays qui s'en sortent mieux que d'autres. Voilà. Hein. Et ce faisant, la deuxième grande innovation, la deuxième grande nouveauté, le deuxième saut qualitatif, c'est que pour faire face à ces conséquences, les pays européens décident d'un commun accord de lancer un emprunt communautaire. Ça s'était jamais vu. Et non seulement ça s'était jamais vu, mais depuis 15 ans que c'était en débat, il y avait toujours des pays qui disaient « il n'en est pas question. Moi vivant, moi Premier ministre, ça n'arrivera jamais. » Le débat sur les eurobonds, qui date de la fin des années 2000, qui était notamment poussé par, je parle sous votre contrôle, Bercy, la France. Bon, finalement, il n'y avait jamais eu beaucoup de pays pour penser que c'était une bonne idée. Là, tout d'un coup, ceux qui sont contre se trouvent ultra minoritaires. Hein. Je les ai rappelés tout à l'heure, la Hollande, la Suède, le Danemark, la Finlande et l'Autriche. Voilà. Et tous les autres sont pour, même l'Allemagne. Alors oui, le Royaume-Uni n'était plus dedans. Est-ce que si le Royaume-Uni avait encore été dedans, dans l'UE, il y aurait eu l'émission de bons du Trésor européen? Toujours est-il que, comme vous le savez, l'émission de ces bons du Trésor européen est un énorme succès. Vous imaginez un État, ou un méta-État, comme dit Jean-Marc Ferry, qui est vierge de toute dette, qui est la deuxième entité territoriale ou la troisième la plus riche du monde en termes de PNB par habitant, qui est hyper fiable. Personne n'imagine que l'Union européenne ne pourra pas rembourser. Forcément, quand ils lancent des bons du Trésor, ça marche du feu de Dieu. C'est la raison pour laquelle je fais partie de ceux, dans les européanistes, qui font plutôt l'hypothèse que ce ne sera pas un one-shot. Hein, bien entendu, dans les textes qui ont été adoptés, il est écrit que surtout, c'est exceptionnel, et ce qui est arrivé avec le plan de relance ne se reproduira jamais. Mais vous savez, dans l'histoire de la construction européenne, il y a rarement des choses qui sont restées des one-shots. Hein. En général, c'est le premier pas qui coûte. On verra bien. Mais en tous les cas, comme vous le savez, cette émission de bons du Trésor européen, qui permet de financer pour partie des prêts aux États membres et pour partie des subventions. Alors attendez, en fait, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, quand je crois que je le fais descendre, je le fais remonter. Ah voilà. Hein. Pour partie des subventions. Voilà. Le remboursement s'étale sur 30 ans.
hein. Donc, en vérité, on est rentré dans une nouvelle phase et on a réenclenché la dynamique. Et on peut donc dire que le plan de relance de l'économie européenne agit en fait comme une relance de la construction européenne. C'est-à-dire tout d'un coup, il y a une espèce de prise de conscience qu'ont les Européens et leurs appareils étatiques, qu'en fait les Européens forment une société. Il y a toujours des sociétés nationales, mais il y a une société européenne dont les États-nations sont l'un des acteurs parmi d'autres. Voilà. Et comme vous le voyez ici, hein, on voit qu'il y a une marge de progression, si j'ose dire, énorme, s'agissant de l'augmentation en tant que de besoin du budget de l'UE, hein, puisque, et je m'arrêterai là-dessus, troisième innovation, troisième saut qualitatif avec ce plan de relance qui agit donc comme une relance de la construction européenne, les États membres ont accepté la proposition de la Commission européenne de créer des ressources propres, c'est-à-dire de créer des impôts européens. Voilà. Et pour autant qu'on le sache, en regardant les sondages Eurobaromètre, en regardant les débats parlementaires dans les assemblées nationales des 27, ça ne pose pas de problème. Ça paraît même assez évident aux majorités des sociétés civiles, des opinions publiques et des partis politiques qui ont des députés dans les assemblées nationales des 27. Voilà. Donc tout ça pour dire que avec ce plan de relance, ah non, attendez, je me trompe encore, décidément. Avec ce plan de relance, on a bien une relance de la construction européenne. Et donc je terminerai en disant, ben voilà, hein, lors de la première séquence crise-relance, on a eu une mutualisation de la croissance et du territoire. Lors de la seconde séquence de relance, on a eu une mutualisation approfondie de la supranationalité. Lors de la troisième séquence de relance, on a mutualisé le marché intérieur et même les frontières, ce qui allait devenir Schengen. Lorsque on a relancé l'Europe par le traité de Maastricht, on a mutualisé les 5 compétences régaliennes, dont la monnaie. Et enfin, avec la relance, qui est une réponse à la crise du Covid, on a fait une relance de l'Europe par la mutualisation des bons du Trésor, de la dette et des ressources fiscales. Et en général, ce que nous apprend l'histoire européenne et la longue histoire de la construction des États, c'est que les acteurs ou les organisations qui émettent des bons du Trésor, qui émettent de la dette et qui lèvent des ressources fiscales, ce sont des États. Voilà. Donc il est bien possible que dans 50 ans, les historiens, les géographes et les spécialistes de l'Europe disent qu'avec le plan de relance, se soit enclenchée la genèse d'un État européen.